fait, le dépôt de l'or était entre autres affecté par la composition des roches chaudes. Donc, nos fluides hydrothermaux circulent dans les roches, dans les fractures. Ça permet d'avoir une certaine perméabilité secondaire. Mais il y a un élément qui est assez important pour certains gisements, en fait, c'est d'avoir une chimie favorable dans nos roches pour permettre la précipitation de l'or. Donc, les roches en fer sont particulièrement préférentiellement minéralisées dans plusieurs districts, simplement parce que la présence de fer permet de déstabiliser le complexe sulfuré qui transporte l'or, le HS. Le fer peut utiliser le soufre du fluide hydrothermal pour former des sulfures et ainsi diminuer la solubilité de l'or dans le fluide hydrothermal puis le faire précipiter dans les roches. OK, formation de fer, certaines roches comme des tolléites par exemple vont être préférentiellement minéralisées. Donc c'est un exemple ici où on a une formation de fer. Vous pouvez voir la zone d'oxydation avec les structures oxydées, les bêtes de quartz, puis une association d'amélioration avec la formation de fer, une charnière de prix et des zones de fracture ici. Donc, les roches sélifères, particulièrement les formations de fer, vont jouer un rôle de piège chimique pour les minéralisations. Les gisements dans les formations de fer vont généralement avoir deux styles différents, mais qui peuvent quand même cohabiter au sein du même gisement. Comme c'est des roches dont la chimie préférentielle permet la minéralisation, l'altération, très souvent on va avoir des zones qui sont à peu près stratiformes ou stratoïdes. Donc ici sur le diagramme qui est illustré, on voit la formation de fer qui est minéralisée en or avec une forme là, à peu près stratiforme ou stratoïde. Donc ça c'est le type stratiforme. Puis il y a des minéralisations qui généralement vont être discordantes, vont être associées à la présence de la formation de fer, mais vont être distribuées dans les zones de fracturation préférentielle, généralement les zones de charnière de pli. Donc dans les charnières de pli, vous allez voir la fracturation préférentielle, la circulation des fluides hydrothermaux dans ces zones-là en particulier. Donc vous pouvez voir au sein du même gisement très souvent un ou l'autre, ou les deux styles qui coexistent dans le gisement. Les plus grands exemples, en fait, il y a celui de la mine Lupin, qui est situé au. Je n'ai mis la route, mais il me semble qu'il est au nord-ouest. La mine Lupin, la mine Homestake, en Dakota du Sud, qui sont des exemples de gisements stratiformes. Donc, vous pouvez voir ici, c'est la carte de la mine Lupin. Vous voyez les formations de fer qui sont situées ici, avec la minéralisation qui est vraiment encaissée dans la formation de fer elle-même. Il n'y a pas nécessairement de zone discordante très importante. Donc, c'est le type stratiforme. Geraldton, dans le nord de l'Ontario, il y a des gisements d'or dans les formations de fer. Vous pouvez voir la formation de fer qui est située ici. Puis la minéralisation préférentielle dans les zones de charnière de pli, là où on a une fracturation plus importante, une circulation hydrothermale plus importante. Donc, c'est généralement dans ces zones-là qu'on va avoir les zones de minerais qui vont pouvoir être minées de façon plus efficace. Donc, c'est un exemple ici, une section dans un gisement qui montre en fait les différents styles qui peuvent être développés. Donc, de quoi ça a l'air? Essentiellement, ici, c'est des roches métavolcaniques qui contiennent des horizons de magnétite. Puis, essentiellement, les fluides hydrothermaux ont remplacé les ondes de magnétite par la pyrite puis les carbonates de fer. Donc, ça, c'est un exemple ici qui vient des Appalaches, pas si loin de Montréal, avec des minéralisations dans des formations de fer qui sont essentiellement liées au remplacement des horizons périphéries. Donc, ça, c'est au faciès des schistosphères. Donc, on va avoir essentiellement de la pyrite. Donc, remplacement de la magnétite par la pyrite. Mais on a vu qu'avec la progression du métamorphisme, si on augmente la température, très souvent, on va avoir des zones qui vont contenir essentiellement de la pyrrhotite.
Donc, ici, c'est un exemple qui est formé ou, disons, qui est préservé au faciès des amphibolites. Ça vient du gisement de Musselwhite, en Nord-Ontario. Puis, vous pouvez voir que les zones avec les sulfures sont développées, en fait, là où on va avoir une zone de déformation plus importante. Donc, vous pouvez voir la progression de la déformation entre une zone foliée qui est plissée, puis une zone ici qui est fortement cisaillée avec les veines de quartz. C'est là qu'on va avoir les minéralisations aurifères qui vont être développées. Ici, c'est juste à l'échelle d'un échantillon de 30-35 cm, mais on voit ça également à l'échelle de la mine. Donc, c'est dans les zones de déformation plus importantes qu'on va avoir la circulation des fluides hydrocarbures et la minéralisation la plus significative. Ici, c'est une formation de fer qui contient un peu de magnétite, mais à Musselwhite, on va voir plus tard dans la session que les formations de fer, dans le cours sur les minéralisations sédimentaires chimiques, on va voir qu'il peut y avoir différents types de formations de fer. Il y a des formations de fer à oxyde, qui vont contenir essentiellement de la magnétite ou de l'hématite. Il y a des formations de fer silicatées, qui vont contenir de la chlorite, ou si c'est métamorphisé, des grenades ou de la grunérite, qui est un amphibole ferrifère. On peut avoir des formations de fer à sulfure, donc qui vont contenir essentiellement de la pyrite ou de la pyrrhotite, puis des formations de fer carbonatées qui vont être représentées par la sidérite surtout, donc un carbonate de fer. Donc il peut y avoir les 4 types principaux de formations de fer. Dans ce cas-ci, à Musselwhite, on a à la fois celles qui contiennent la magnétite à oxyde, mais aussi les formations de fer à silicate. Ici, c'est un exemple qui est minéralisé avec de la pyrrhotite, mais les formations de fer à silicate vont contenir essentiellement, généralement de l'amphibole, la grunérite ou une autre amphibole ferrifère, puis beaucoup de grenades. Donc, en fait, ça peut être difficile à reconnaître, parfois, les formations de fer, surtout dans les roches volcaniques ou quand on a des contextes métamorphiques plus importants. Les formations de fer silicatées, en fait, peuvent simplement ressembler un peu à un état basal, parce qu'elles contiennent essentiellement de l'amphibole et des grenades. Donc, ça va prendre que ce soit des analyses chimiques ou des études pétrographiques ou un bon œil de géologue pour les reconnaître. Mais ici, c'est un exemple de formation de fer silicatée, donc amphibole, grenade et pyrrhotite qui minéralisent ensemble. Donc, les formations de fer présentent des chimiques favorables, vont développer des assemblages minéralogiques caractéristiques. Il y a une autre roche particulière qu'on trouve souvent dans les districts minéralisés, en particulier à l'Archéen et aussi dans les orogènes plus jeunes. C'est les périglotites ou les serpentinites qui peuvent être minéralisés en or puis présenter des assemblages d'altérations hydrothermales particuliers et caractéristiques. Ici, c'est un exemple du district de Mother Lode en Californie. Le district de Mother Lode est associé à une grande faille qui s'appelle la zone de faille de Melones, qui est au pied de la Sierra Nevada. Donc, c'est une faille, on pourrait dire, du même ordre que celle de la faille Cadillac en Abitibi, dans un orogène qui est beaucoup plus jeune. Le long de cette faille-là, on trouve des ophiolites obductés, donc des roches mafiques ultramafiques. Puis il y a une partie des gisements, des minéralisations en or qui sont développées justement dans les roches ultramafiques. Donc ça, c'est un exemple. Vous pouvez voir l'altération de surface ici, qui est brun ocre, brun orangé. En fait, c'est le carbonate de fer, l'anchérite, qui est altéré et qui donne une espèce de couleur brunâtre. Dans les roches ultramafiques, ça va souvent être soit de l'anchérite ou de la dolomite ou de la magnétite comme carbonate principal. Mais la couleur qui est ici, là, vous pouvez voir l'échantillon en roche fraîche est blanc, vert d'or, mais en surface altérée, il va avoir une patine vraiment orangée qui est caractéristique de l'anchérite. Vous voyez les veines de quartz, la couleur verte est donnée par la fichite, qui donne une patine vert éclatant. C'est pour ça que j'aime bien fermer les lumières, on ne voit pas le vert éclatant. Fallait les fermer.
Donc, l'idée, en fait, pour former ces roches-là, je n'ai pas mentionné les noms. Mais ces roches-ci, en fait, les roches à carbonate, qui vont souvent contenir un peu de talc, chlorite parfois aussi, on appelle les lisvenite. Il y a différentes façons d'écrire. Ça, c'est peut-être le plus classique, lisvenite, L-I-S-T-W-A-E-N-I-T-E. Ça peut s'écrire aussi comme ça se prononce, lisvenite. Mais c'est le nom de la roche qui est habituellement donné. Donc, vous allez voir ça dans la littérature là, sur les gisements d'or, on appelle ça aux roches ultramafiques. C'est les roches à carbonate qui vont souvent contenir aussi soit un peu de fuchsite, talc et chlorite. L'idée, en fait, c'est que ces roches-ci représentent l'altération hydrothermale des roches ultramafiques le long des grandes zones de fer. Donc, quand on a circulation de CO2 dans les roches, on va transformer, hydrater les péridotites pour former très souvent du talc, puis des carbonates. Donc, la réaction entre le fluide riche en CO2, qui contient un peu de potassium, va permettre la formation de ces roches-ci à carbonate, talc, plus ou moins silicite. Donc, des exemples en Mother Lode de Californie ou dans les Appalaches du sud du Québec. D'autres exemples maintenant encore, c'est des lisvenites. Chacun de ces exemples-ci, il y en a un qui vient de Mother Lode, toujours en Californie. Vous voyez l'altération des roches ultramafiques, brunantes. C'est l'empirique qui donne cette couleur-là, la veine de quartz. Des exemples en Abitibi maintenant. Le long de la zone de fer Cadillac, une des principales fermes minéralisées dans le sud de l'Abitibi, dont on trouve des comatites le long de la zone de fer. Donc, les comatites, même s'ils n'ont pas le même mode de formation que les péridotites ophiolitiques, comme à Mother Lode en Californie, par exemple, ça reste que c'est des roches ultramafiques qui sont altérées. Donc, ils ont grossièrement la même composition que les péridotites ophiolitiques. Donc, ils vont réagir de la même façon par rapport au fluide hydrothermique. Donc, c'est un exemple ici, encore une fois, avec les lumières vertes. Peut-être qu'on verra pas très bien. Mais vous pouvez voir les spinifex. Là, on peut voir, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, mais on peut voir les spinifex ici avec. Donc, on peut reconnaître encore la texture primaire de la roche. Oh, même là, ça m'entend. On peut voir la texture primaire de la roche qui est préservée malgré l'altération hydrothermale. Donc, ici, c'est un exemple un peu plus déformé. Donc, c'est la même roche. Ici, on voit la texture préservée, puis ici, elle est complètement minéralisée. C'est une roche à talc carbonate qu'on appelle une lisvenite. Dans certains cas, c'est quand même assez rare. On retrouve ce qu'on va appeler des birbirites. C'est un nom russe, qui est donné pour une roche ultramafique qui est transformée, puis qui a une composition qui est essentiellement composée de silice. Donc, ça peut ressembler un peu à un chef, mais c'est une silice qui va contenir habituellement des sulfures, puis qui va contenir également de la chromite. Donc, c'est quand même assez bizarre d'avoir de la silice puis de la chromite dans la même roche. Ce qui se produit encore une fois, c'est qu'avec la progression de l'altération hydrothermale, on forme d'abord les serpentinites, ensuite les schistes à talc, et à talc carbonate, on a du CO2, puis ensuite les birbirites dans les zones les plus proximales. Les birbirites qui sont essentiellement composés de silice, une trace de chromite qui nous permet de reconnaître que c'était une roche ultramafique, puis des sulfures. Donc, avec la progression de l'altération hydrothermale, on a la formation de la serpentinite. Donc, au départ, c'était une téridotite. On l'a hydraté légèrement. On a introduit de l'eau pour former la serpentinite, un fluosilicate. On va avoir un premier lessivage en silice, un enrichissement en calcium pour former la roche à talc carbonate, puis éventuellement la lisvenite, donc la roche qui va être carbonatée. Puis ensuite, la birbirite. Donc, on peut voir la progression de l'altération hydrothermale
qui montre les différents changements chimiques qui sont associés à la formation des altérations hydrothermales dans les roches ultramafiques. C'est la progression qui a été proposée dans différents articles dans la littérature pour expliquer la formation des bilbérites et des bisgénites. Les gisements qui sont développés dans ces roches-là sont quand même relativement rares. On en retrouve quelques-uns à travers le monde, mais généralement, ils vont former des minéralisations qui sont assez marginales par rapport à ce que vont représenter d'autres gisements d'or dans les mêmes districts miniers. Ça reste qu'ils sont présents, représentent des événements métallogéniques importants. Puis comme ils sont présents généralement dans les districts minéralisés en or, ils font partie du cortège de roches qu'on va rechercher, puis qui vont marquer des districts fertiles en or. Donc c'est important de les reconnaître et d'être en mesure de les documenter. Qu'est-ce que je voulais dire dans ce modèle-là ici? J'ai mentionné que le mother load, j'en avais parlé déjà dans le cours, un des premiers cours. Le mother load, c'est un des premiers districts qui a été miné pour l'or dans l'ouest des États-Unis. En fait, l'ouest des États-Unis, la région de San Francisco, a apparu simplement, s'est vraiment développé pendant le fameux Gold Rush des années 1847, 48, 49. Donc, le district de Mother Lode, qui est dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie, est un bon exemple où on retrouve, en association avec la faille de Mélones, des ophiolites, donc des serpentinites, puis des zones d'altération assez classiques à carbonate, puis à talc-carbonate, avec la formation des bisgénites. Donc ici, on voit les bisgénites qui contiennent essentiellement des carbonates de fer ou de la magnésites, avec les zones d'altération minéralisées en or. Donc ici, vous pouvez voir l'échelle, ça doit faire à peu près une vingtaine de mètres. Ici, la zone minéralisée. Donc, vous voyez l'échelle à laquelle le processus se produit. Ici, on n'ira pas trop dans le détail thermodynamique, mais en fait, c'est un diagramme qui montre essentiellement, ça peut faire référence à l'activité du soufre. Donc si on a le soufre, ici en X, l'efficacité de l'oxygène en Y, on peut voir les différents assemblages minéralogiques qu'on va pouvoir caractériser dans les roches ultramafiques. Quand on a des roches qui sont peu serpentinisées, comme par exemple les péridotites qui commencent à être serpentinisées, on va avoir des assemblages minéralogiques qui sont assez réduits. Donc, très souvent, on va avoir des alliages de fer-nickel avec des noms bizarres comme l'awaruite ou les olwidite. Awaruite ici, les olwidite. Mais au fur et à mesure qu'on oxyde le système avec le passage des fluides riches en CO2, on va former des assemblages qui vont contenir pyrite, des fois un peu de magnétite, puis dans certains cas de l'hématite. Donc, les assemblages où on va avoir le développement des zones à talc-carbonate vont être dans les endroits où on va avoir le plus de circulation de fluides hydrothermaux riches en CO2, puis une oxydation du système un peu plus importante que dans les zones où on a une altération des serpentinites plus faible. Donc, on peut voir une association entre le passage des fluides riches en CO2, puis la minéralogie, puis les équilibres thermodynamiques dans les péridotites qui vont être altérés. Donc, c'était l'introduction que je voulais vous faire au gisement d'or orogénique. On a pu voir les caractéristiques minéralogiques, structurales principales, puis aussi certaines roches particulières qui sont habituellement minéralisées en or, présentes dans les districts minéralisés, comme les formations de fer, les comatites, les péridotites qui vont être transformées. Les principaux caractères physico-chimiques qui permettent la précipitation de l'or. Donc, ça donne quand même un avant-goût sur les gisements d'or orogéniques. Puis, vous allez avoir un TP que je vais vous donner tantôt, qui va vous permettre de manipuler les échantillons et de les voir concrètement.
Maintenant, on va passer à un autre style de gisement, qui sont aussi surtout des gisements filoniens, qu'on trouve au Canada, qui ne sont pas nécessairement très importants maintenant en termes de production minière, mais qui ont eu une certaine influence dans l'histoire géologique du Canada, puis ailleurs dans le monde aussi. C'est ce qu'on appelle les filons à arséniure ou les filons à 5 métaux. Les filons biconiagus aussi. Les principaux métaux qu'on va avoir, bismuth, cobalt, nickel, argent, uranium. Pas nécessairement dans cet ordre-là toujours. Mais les biconiagus vont présenter généralement des assemblages polymétalliques. Donc, on va trouver plusieurs métaux qui sont liés dans des arséniures. Donc, c'est des gisements qui contiennent absolument passablement d'arsenic. Le principal district au Canada, c'est le district de Cobalt, dans le nord de l'Ontario. Mais un des premiers endroits où ces filons à 5 métaux ont été documentés, c'est en Allemagne, dans la région de Erzbridge, on appelle aussi les monts métallifères. On retrouve des filons minéralisés qui vont présenter des assemblages caractéristiques avec l'arsenic, puis les fameux 5 métaux en des proportions variables. D'ailleurs, il y a aussi une importance historique. Dans les années 1520, en fait, c'est des gîtes qui étaient exploités pour l'argent, pour l'argent métal. Puis, en fait, les populations locales appelaient ces fameuses pièces-là des thalers. Puis ça s'est finalement transformé en dollars, d'où le nom des dollars américains, des dollars canadiens. Donc, la pièce de monnaie ou le nom du dollar vient de cette région-là. C'est une importance historique. Le principal district minier, j'ai mentionné, c'est dans la région de Cobalt. C'est dans le nord de l'Ontario, entre l'Abitibi et le lac supérieur. C'est un coin un peu perdu. Il n'y a plus beaucoup d'activités maintenant. C'est un district minéralisé qui a été essentiellement productif pour l'argent. Donc, c'était vraiment des gisements d'argent, mais qui contiennent des quantités quand même assez appréciables d'autres métaux, cobalt, nickel. La région de Cobalt a vraiment été découverte en 1903. En fait, les prospecteurs étaient dans la région de Sudbury. Ils ont trouvé le méga gisement de Sudbury. Ils se sont dit, tiens, on va aller vers le nord. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a au nord. Ils sont tombés sur des veines d'argent natif, avec les fameux assemblages à 5 métaux. Ici, un peu l'histoire des découvertes, là, mais la légende veut que les prospecteurs, en fait, c'est des Canadiens français, Larose, qui était avec un de ses collègues, puis il faisait de la prospection, la journée allait plus ou moins bien, puis il y avait un renard qui passait, et qui a lancé son marteau sur le renard, et finalement le renard est parti, puis le marteau est tombé sur une veine d'argent, là, ça a libéré l'argent, c'est un peu l'histoire des découvertes. Des gisements de cobalt, c'est ce qui est écrit dans les annales. Puis, initialement, les prospecteurs ont envoyé des échantillons à différents laboratoires, un à l'Université McGill, un autre à Toronto, puis un autre à Ottawa. Puis, chacun des prospecteurs avait des métaux différents. Il y en a un qui trouvait du cobalt, d'autres du nickel, puis d'autres de l'argent. Donc, en fonction des échantillons qu'ils avaient prélevés, puis peut-être la qualité des laboratoires en 1903, il y avait tous des métaux différents, puis finalement, ils ont appelé les Five Element Veins, les biconiagus aussi, parfois. Donc, ici, c'est une carte du district de Cobalt. Vous pouvez voir l'étendue du champ filonien. Donc, l'échelle ici, c'est 300 mètres. La ville de Cobalt est située sur Cobalt qui est juste ici. Donc, vous pouvez voir l'étendue des veines qui peuvent être continues sur plusieurs centaines de mètres. Donc, des veines assez étendues, absolument pas très très larges, et vous pouvez voir la quantité de mines qu'il y avait dans un rayon quand même assez faible. Il faut dire, par exemple, que la plupart des mines ont vu le jour, se sont développées avant 1950. Les dernières en production, je pense, remontent à la fin des années 70, début 80. Puis depuis ce temps-là, c'est un district qui est pas mal mort.
Mais avec la remontée du prix du cobalt ces 4-5 dernières années, il y a beaucoup d'activités qui ont été reprises. Puis il y a des compagnies qui essaient de voir si ça ne serait pas possible de miner ces filons-là, ou ce qui en reste, pas pour l'argent, mais plutôt pour le cobalt, pour produire des batteries. Le cobalt, un métal qui est utilisé habituellement dans les voitures électriques pour avoir des batteries plus efficaces. Donc, c'est un district qui peut-être va avoir une deuxième vie prochainement, ne sait-on jamais. Ouais. La ville de cobalt s'appelle cobalt parce que le cobalt n'est pas. Oui, ben il n'y avait pas de ville avant. Le cobalt a été découvert, puis on a mis la ville cobalt à cet endroit-là. Le soc rocheux et composition particulière, en fait, c'est des roches protérozoïques, essentiellement, qui encaissent le gisement. On se trouve dans le nord de l'Ontario, où il y a des petits bassins protérozoïques à développer. Le nord de l'Ontario est surtout couvert par des roches précambriennes, archéennes. Mais à certains endroits, il y a des bassins protérozoïques qui sont développés, qui vont contenir différents faciès cytologiques. Il y a un faciès particulier qui s'appelle la formation de Gowanda, le groupe de Gowanda, puis qui inclut des sédiments qu'on appelle des thylites. Donc, c'était probablement des anciens sédiments glaciaires archéens, qui ont été protérozoïques, qui ont été édifiés pour former les thylites. Puis, c'est dans ces roches-là, dans un bassin sédimentaire qui est déposé sur le sol archéen, mais dans le bassin sédimentaire qu'on trouve les veines argentifères et les veines chromatifères, qu'on nomme les veines à 5 métaux. Donc, c'est quand même un contexte particulier. Là. C'est des veines qui sont développées dans un bassin intracontinental sur la croûte archéenne au paléoprotérozoïque. Il y a d'autres filons à 5 métaux qui sont développés, cette fois-ci du Québec, dans la région de la baie James. Il y a des filons à uranium, argent, cobalt, nickel, qui sont développés le long de grandes failles protérozoïques. Donc, vous pouvez voir ici la baie James, puis des grandes failles protérozoïques qui découpent la croûte archéenne dans cette région-là. On retrouve d'ailleurs à certains endroits des bassins sédimentaires protérozoïques qui sont associés au développement des failles. Donc, c'était probablement des failles normales qui ont accueilli des sédiments fluviatiles qui ont permis la préservation, la formation des bassins et leur préservation également à travers le temps. Puis c'est en association spatiale avec les bassins sédimentaires qui ont été formés sur la croûte archéenne, puis les failles protérozoïques, on retrouve les fameux filons à 5 métaux. Ici, c'est une carte un peu plus détaillée. Bon, quand même sensiblement de détails, mais on y voit les fameuses failles normales avec les bassins sédimentaires qui sont développés dans la région. Donc, vous voyez ici l'échelle de 50 km. Donc, sur à peu près 200 km, on retrouve les indices de bismuth, cobalt, argent, nickel et uranium qui sont distribués le long de ces accidents géologiques. De quoi ils ont l'air sur le terrain, vous pouvez voir ici, c'est un des filons. Filon qui est ici. Vous pouvez voir ici l'altération verdâtre, puis la présence d'argent. Ici, c'est de l'argent un peu feuilleté, avec la couleur rose qui est ici, qui est donnée par l'érythrite. L'érythrite, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez vu en minéralogie, vous l'avez entendu parler. C'est un minéral rosé qui a été surtout documenté, on va voir tantôt, là, mais dans la région de Bouazer, au Maroc. En fait, c'est un minéral qui a été utilisé comme poison à roc. C'est un arséniate de cobalt, donc qui contient du cobalt, de l'arsenic. Si vous allez dans la région de cobalt, un jour, vous allez voir sur le mur des anciens filons dans les exploitations, vous pouvez voir des espèces de coulées d'arseniate de cobalt, d'érythrite. Donc, c'est un minéral qui est assez soluble, qui est extrêmement toxique. C'est un des minéraux les plus toxiques. Donc,
si vous manipulez des échantillons qui contiennent de l'érythrite, ben, ne chiez pas des doigts et ne mangez pas votre sandwich en même temps. Donc, il y a de l'érythrite. Puis le verre d'or qui est donné ici, c'est pas de la malachite. Je n'ai pas écrit le nom, mais c'est de l'arabergite. C'est un hydroxyde de nickel, donc qui a une couleur verte un peu différente de la malachite. Et qu'on retrouve essentiellement, c'est une altération supergène des minéraux nickélifères. Donc, ça peut être assez trompeur. Ce n'est pas un gîte qui contient de la chalcopyrite ou du cuivre. C'est simplement une altération des minéraux nickélifères. Donc, vous pouvez voir ici le filon argentifère qui contient du cobalt, manifesté par l'érythrite, et d'anabergite ici, qui est essentiellement un minéral de nickel qui donne la couleur verdâtre. J'ai souligné ici quelques caractéristiques. Donc, c'est essentiellement des minerais d'argent. Puis, on peut trouver d'autres minéraux en sous-produits. Donc, comme la cobalt, par exemple, c'est essentiellement l'argent qui est produit. Mais il y a beaucoup d'autres métaux en sous-produits, le nickel, le cobalt. Donc, c'est des gisements qui sont franchement polymétalliques. Ils contiennent systématiquement des arséniures. Donc, le nickel, cobalt. Les plus communs ont des noms un peu spéciaux. La scutérudite, ramensbergite, la nicolite, le glaucodrite, c'est toutes des arséniures de cobalt. Donc, l'arsenic avec cobalt et nickel. Puis souvent d'autres minéraux comme l'antimoine. Donc, c'est soit des arséniures ou des sulfo-arséniures. C'est des assemblages assez caractéristiques. Les autres minéraux qu'on va avoir, parfois l'uraninite, l'argentite, l'argent natif, donc certains autres minéraux également, soit le métaux de base. Mais les plus communs, c'est vraiment les arséniures et les sulfo-arséniures de cobalt. Généralement, il y a différents modèles qui ont été proposés pour la formation des gisements. Il y a toute une foule de modèles, mais comme ce pas des gisements qui sont particulièrement importants en termes de ressources argentifères ou de ressources cobaltifères, il y a quand même relativement peu d'études qui ont été faites sur ces gisements et la formation des filons. Il y a une théorie qui a été proposée à la fin des années 80, qui fait du sens pour la région de cobalt et pour la plupart des districts miniers pour les filons à 5 métaux. En fait, l'idée, c'est qu'on aurait des connate brines, qui sont essentiellement des saumures formées au sein du bassin sédimentaire. Mais les saumures ont pu lessiver le cobalt, le nickel, l'argent des roches encaissantes et le précipiter dans les filons. Donc, essentiellement, l'idée, c'est qu'on aurait une circulation hydrothermale à l'intérieur du bassin sédimentaire, puis une minéralisation dans les fractures pour former les dents. Donc, comme vous pouvez voir, il y a encore beaucoup d'ouverture pour des études sur ce type de filon-là en termes de genèse, puis de genèse de filon, mais aussi sur le contexte sédimentaire et tectonique lié avec la formation de ces gisements. J'ai déjà mentionné le nom de Bouazer. Bouazer, c'est le nom d'une région assez restreinte au Maroc, où on retrouve des roches néopodozoïques précambriennes, qui incluent entre autres des ophiolites et des roches volcaniques, puis qui sont minéralisées en arséniure de cobalt. C'est un cas assez unique, parce que c'est un exemple. Il y a très peu en fait, je pense que c'est le seul exemple au niveau mondial où on a un gisement qui est essentiellement développé pour le cobalt. Le cobalt, c'est la ressource principale qui est minée au gisement de Bouazer. On retrouve des quantités mineures d'or et de nickel, et c'est vraiment un gisement de cobalt. Ce qui est particulier, en fait, ce qui distingue un peu des filons à 5 métaux plus traditionnels, disons, comme ceux de cobalt ou ceux des monts métallifères en Allemagne, c'est que, en fait,
le gisement de Boisère contient que très peu d'argent. Donc, il n'y a pas d'argent natif vraiment à Boisère. Il y a des traces dans les filons, mais essentiellement, c'est des gisements de cobalt qui contiennent peu ou pas d'argent. La minéralisation est développée au contact entre les serpentinites, donc des roches ophiolitiques, puis une couverture volcano-sédimentaire. C'est essentiellement des imbriques et aussi des grès, des conglomérats. Mais au contact entre la couverture volcano-sédimentaire et les roches ophiolitiques, on trouve les minéralisations cobaltifères qui sont vraiment au contact ou qui retrouvent le contact entre les deux unités. Donc, essentiellement, ça va être des filons qui contiennent certaines zones de remplacement, mais c'est surtout des filons qui contiennent l'essentiel du cobalt. Donc, c'est la dernière slide du cours. Donc, vous pouvez voir ici la formule de l'élitite. C'est un arséniate de cobalt, donc assez toxique. C'est la couleur rose flash qui est assez caractéristique. C'est très joli, mais c'est assez toxique. Donc, lavez-vous les mains, gardez la sécurité à l'esprit. Donc, c'est des échantillons qui sont toxiques. Donc, c'était le survol sur l'or et les filons à 5 métaux. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça. Vous pourrez les garder pour plus tard si vous voulez. Là, il est 11h35. Je vous propose de vous donner le TP tout de suite. Ça va être fait. Donc, vous allez avoir jusqu'à la semaine prochaine pour le faire. Il y a des gens qui sont rajoutés dans le cours depuis les premières minutes du cours. La semaine prochaine, il y a une série de conférences qui est organisée à l'UQAM, ici, à la chaufferie, au Cœur des sciences, qui est organisée par les étudiants du SEG, donc du chapitre étudiant du SEG. C'est des conférences qui sont données par des femmes qui